retour à une semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine vue par nos éditorialistes. Et avec nous aujourd'hui, Patricia Lémonière, grand reporter, rédactrice en chef du service Monde à TF1. Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Marc Semo, journaliste au Monde en charge des questions diplomatiques. Et Christian Bacarian, directeur délégué de la rédaction de l'Express. C'est l'un des sujets que sera sans doute amené à traiter assez rapidement Donald Trump. La Corée du Nord, on en a eu un nouvel exemple cette semaine avec le tir de missiles balistiques de moyenne portée qui atterrit en mer du Japon, alors même que le Premier ministre japonais Shinzo Abe effectuait sa première visite officielle auprès de Donald Trump. Et puis à la même semaine, c'est le demi-frère du dictateur nord-coréen qu'on retrouve assassiné en Malaisie à l'aéroport de Kuala Lumpur, tué, alors on ne sait pas exactement, soit par des aiguilles empoisonnées, soit par du liquide, enfin un scénario digne des romans d'espionnage de la guerre froide. Que cherche Kim Jong-un, d'après vous, Christian Bacarian, une confrontation avec l'Occident ? Non. Il est dans une partie très complexe dont nous n'avons pas tous les éléments, avec la Chine fondamentalement, puisqu'il est dépendant à 80%, 90% de la Chine pour la nourriture, pour l'alimentation de sa population, puisque c'est un système tout à fait catastrophique au plan des résultats agricoles, pour évidemment l'énergie, pour l'industrie. Ce qu'il a développé de vraiment autonome, c'est l'armement et ces fameux tirs de missiles et peut-être, sans doute, probablement, sûrement, une très forte avancée en matière de recherche nucléaire appliquée à l'armement. Pas pour le reste. Donc, il est dans un rapport de force dont j'observe qu'il commence maintenant, enfin, ça fait un certain nombre d'années, à embarrasser fortement Pékin. Il y a eu un vote à l'ONU qui s'est fait à l'unanimité pour condamner. Donc, c'est pas la première fois que la Chine condamne, mais il place la Chine dans l'obligation, en quelque sorte, de le soutenir face aux transformations qui se produisent en Asie. Pourquoi ? Parce que la Chine a une politique expansionniste en mer de Chine et ailleurs, et que elle n'a pas la possibilité, il n'est pas opportun pour elle de lâcher la Corée du Nord pour le moment. Donc, Kim Jong-un exploite ça. Alors, je ne sais pas très bien comment il a liquidé ce demi-frère ou ce proche parent, et à mon avis, ça relève du roman d'espionnage. C'est un très bon sujet de film, évidemment. Très, très bon scénario de film. Excellent. Mais ça, c'est, si j'ose dire, anecdotique. Ce régime, à mon avis, il faut le lire dans l'ombre complète de Pékin, et c'est une sorte de miroir à deux faces, et c'est assez compliqué à analyser. Marc Semo. Alors, tout ça c'est vrai, mais il y a un autre élément qui maintenant devient évident dans la politique de la Corée du Nord. Longtemps, on s'est interrogé, les spécialistes, est-ce que finalement la Corée du Nord développe l'arme nucléaire comme élément de chantage, pour négocier autre chose, notamment un certain nombre de garanties de sécurité et des aides économiques et alimentaires, etc. Ou est-ce que la Corée du Nord veut vraiment devenir une puissance nucléaire ? Et donc pour s'en servir ? Pas pour s'en servir, mais pour faire, excusez le blasphème, globalement la dissuasion, comme l'avait fait la France à l'époque de De Gaulle. On a notre arme nucléaire et personne ne peut nous toucher. Voilà. Et pour sanctuariser. Sanctuariser. Donc aujourd'hui, tous les spécialistes sont unanimes à reconnaître que c'est cette deuxième hypothèse. Ils veulent l'arme nucléaire, ils veulent devenir une puissance nucléaire, avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire, une fois que la Corée est une puissance nucléaire, c'est-à-dire à la fois avec des missiles et des armes qu'on peut mettre sur les missiles, la Corée du Nord, on est obligé de traiter avec elle. C'est extrêmement compliqué. Ça fait voler en éclats le traité de non-prolifération. Les conséquences sont immenses. Et un autre élément qui confirme cette hypothèse, c'est qu'on voit que le régime maintenant n'a plus peur des échecs. Avant, il faisait des opérations, il faisait très attention, il fallait à chaque fois que ça soit réussi, ça les était assez rares. Là, il en fait de plus en plus. C'est pas grave si ça ne marche pas, si le missile tombe tout de suite à l'eau, mais c'est vraiment, il est lancé dans une course pour avoir l'arme nucléaire. Patricia Lémonière. Je crois que tout ça est vrai. Je crois qu'il faut aussi ajouter une dimension intérieure, parce que devenir une puissance nucléaire incontestée, être capable d'assassiner au vu de tout le monde ses proches parents à l'étranger, tout ça est aussi un signal envoyé très fort à la population sur le plan intérieur. Et il ne peut pas se permettre d'avoir la moindre contestation. On sait qu'il y a eu des mouvements. Et je crois qu'il faut aussi analyser tout ça au regard de ce qui se passe sur un plan intérieur. On le sait parce qu'il y a eu des témoignages qui ont filtré. Il y a eu des témoignages qui ont filtré. On sait ce qui se passe quand même malgré tout. Mais si vous voulez, il a besoin d'assurer cette prééminence sur son peuple avec ce double message. Ça veut dire que Rex Tillerson a raison d'indiquer, comme il l'a fait hier, que les États-Unis étaient déterminés à défendre la Corée du Sud et le Japon, y compris en recourant, si nécessaire, à la dissuasion nucléaire ?
Je pense qu'il a fait cette déclaration pour rassurer, après toutes les erreurs et les bévues qui ont produit un affolement général, les erreurs et les bévues qu'il a commises en Asie, parce qu'elles ont commencé par là, ces erreurs. Il a commencé par l'Asie, si j'ose dire. Et je pense que psychanalytiquement... Vous pensez à la Chine unique remise en cause, c'est ça? Oui, oui. Le fait de discuter avec Taïwan... Puis qu'on paye trop pour le Japon et qu'il faut qu'ils se prennent en voilà, charge. il a dit des choses terribles pour le Japon. Le Japon nous coûte trop cher. Il faut discuter avec Taïwan plutôt qu'avec la République populaire de Chine. Enfin, bref, psychanalytiquement, on dirait, pardon, je m'avance, mais on dirait qu'il veut détruire par une espèce d'obsession de la détestation la priorité qui était celle d'Obama, qui était précisément l'Asie. Oui. Donc, ce n'est pas par hasard qu'il a commencé par dire des âneries sur l'Asie. Donc, il fallait qu'il se rattrape. Alors, cette semaine, il a mis de la pommade, effectivement, un peu partout. On n'est pas à l'abri de quelques retournements encore. Mais je pense qu'il est assez clair qu'il s'est rendu compte à quel point l'Asie, qui paraît si lointaine, était touchy, susceptible, et très délicate comme continent. Des illustrations. Deux dessins, à commencer par un dessin de Gargalo, dessinateur portugais pour Cartoon Movement. Donc là, on voit en petit Cupidon, je ne sais pas si on le voit à l'écran, on va le voir, en petit Cupidon, ce drôle de personnage, Kim Jong-un, qui effectivement, avec son essai de missiles balistiques, a rompu les accords. Et puis, alors moi j'aime bien ce dessin de Brandon, dessinateur d'Afrique du Sud pour Business Day. Là aussi, on a vu des images assez hallucinantes où on voyait la réaction de l'état-major et du président nord-coréen complètement excité devant la réussite de cet essai. Et puis effectivement, voilà, dans le viseur évidemment aussi Trump, parce que c'est aussi un élément extérieur qu'il faut prendre en compte. Bref, tout ça pour dire qu'entre l'un et l'autre, il y a quand même de quoi avoir un petit peu, de quoi s'inquiéter un peu, quoi. On dirait USS Enterprise quand on regarde le dessin. En France, Théo, lui, est sorti de l'hôpital et le calme semble revenu dans les banlieues françaises 15 jours après l'interpellation de ce jeune homme par des policiers, dont l'un est mis en examen pour viol, 3 de ses collègues pour violence volontaire. Depuis, un autre jeune homme qui se dit proche de Théo a témoigné pour faire part lui aussi de violences subies des mains d'un de ses policiers mis en examen, ce qui a entraîné l'ouverture d'une nouvelle enquête. Et l'hebdomadaire L'Express révèle le procès-verbal du policier, lui mis en examen pour viol, dans lequel ce dernier admet avoir porté des coups de matraque pour maîtriser Théo, qu'il décrit comme violent lors de ce contrôle de stupéfiants. Il nie en revanche tout contact avec les parties intimes du jeune homme. Écoutez en tout cas le témoignage de Théo à sa sortie, à son retour chez lui. Je tenais à vous dire un très très grand merci à toutes les personnes de toutes les générations, dans toute la terre entière qui m'ont soutenu, parce que j'ai vu beaucoup de messages de l'étranger, de la France, de part et d'autre, et ça m'a fait beaucoup plaisir, et c'est vous qui m'avez tenu debout. Voilà, alors ces paroles contre paroles, celles donc de Théo et de cet autre jeune homme interrogé cette semaine par l'Obs, et puis de l'autre côté donc de ce policier mis en examen pour viol. Au-delà des différents témoignages sur cette histoire elle-même, est-ce qu'il faut y voir, je dirais, plus loin même que l'affaire elle-même, le symptôme de ce qui ne va pas et ce qui n'a pas été traité, Patricia Lémonière, dans les causes des émeutes de 2005? Ça, c'est une vaste question. Ouais. Est-ce qu'on a traité ou pas les causes et est-ce qu'on a porté remède en 2005 ? Moi, je crois qu'on est actuellement dans un moment plutôt très sensible. La situation s'est apaisée, semble-t-il. Les manifestations ont diminué. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Il y a plusieurs manifestations, une importante à Paris. Est-ce qu'elles vont dégénérer ? Si jamais ça dégénère, tout pourrait repartir. Et on est justement sur un fil ténu, j'ai envie de dire. Alors, autre chose que l'on peut observer, c'est qu'il y a beaucoup de gens... Aujourd'hui, vous êtes dans un phénomène de réseaux sociaux. Donc, quand il y a des manifestations, tout part sur les réseaux sociaux. Ouais. Les gens like, mais ils ne viennent pas forcément non plus. Donc, on est dans un moment très, très particulier qui n'a rien à voir avec les précédentes émeutes. Justement, ce qui est frappant, c'est ça. C'est que, si on regarde les choses froidement, il y a eu 3000 personnes pas grand monde. À Bobigny. Alors effectivement, beaucoup de likes, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais finalement, pas grand monde. Et il y avait un jeune qui disait, voilà, en 83, on a marché. C'est l'époque de la grande marche des beurs. En 2005, on a brûlé. Bon, c'était des émeutes de banlieue. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Et je pense que ça résumait, d'une certaine façon,
un peu cette situation. Parce qu'il y a eu aussi, on l'oublie, mais il y a encore quelques mois, l'opinion publique est peut-être marquée par Viry-Châtillon et ses policiers attaqués au cocktail Molotov dans une voiture. Est-ce que l'opinion publique elle-même, après ce qui s'est passé avec Théo, est dans une période de retournement ou pas finalement? Est-ce qu'on est toujours dans la logique des policiers assiégés, ou est-ce que là, avec ce fait divers, l'opinion publique est prête pour ce grand élan de solidarité dont on parle dans les médias, mais est-ce qu'il existe réellement au-delà de certains quartiers, Christian Macarian? On est dans une séquence à 3 scènes. Et je trouve ça extrêmement choquant. Tout cela se déroule en pleine campagne présidentielle, à quelques semaines du résultat final. On n'en parle jamais. On parle des affaires de M. Fillon, d'éventuellement celles de Marine Le Pen, de toutes sortes de rumeurs concernant Macron. On parle d'ailleurs beaucoup moins des affaires de Marine Le Pen que des affaires de François Fillon. On a, ça c'est la première scène. On a une deuxième scène qui est la police. J'ai embrassé un flic, comme chantait Renaud. La police qui a soutenu, aidé, pris tous les risques auprès de la population française depuis le 11 janvier 2015 et la vague d'attentats. Donc en gros, être flic, c'était sympa. On nous a chanté ça, on nous a dit ça dans l'oreille. D'un coup, être flic, c'est être méchant. C'est la troisième scène, c'est celle de Théo, qui bénéficie d'une aura nationale parce que, à mon avis, c'est démonstratif d'un énorme problème. Exagéré. Est-ce que c'était la place de François Hollande d'aller au chevet de Théo? Je pense que François Hollande a fait un choix dont il devra peut-être répondre devant l'histoire. Je le dis comme je le pense. Parce que cette manière de ne pas aller vers d'autres gens qui souffrent, de ne pas aller vers la souffrance sociale à aucun moment, et à quelques semaines de l'élection présidentielle, de faire ce déplacement-là, on aurait pu imaginer un comportement d'une autre sérénité. Par exemple, il aurait pu faire une déclaration considérant que la police n'a pas à se comporter de cette manière-là, ce qui effectivement était son rôle en tant que chef suprême de toutes les administrations publiques. Il n'a pas fait ce choix. Il a fait un choix visuel, politique, émotionnel. Et aussi un geste fort qui a en particulier à contribuer à faire baisser la tension. Et quand même, je voudrais rappeler une chose. L'IGPN, l'Inspection générale des polices nationale, a quand même créé un nouveau concept dans son rapport, à propos de cette sinistre affaire, le concept de viol involontaire. Ce qui est quand même assez scandaleux. Donc, oui, enfin, ça n'a pas empêché quand même la mise en examen pour viol d'un des policiers. Voilà, mais quand même, les avaient parlé de viol involontaire. Donc là, on est quand même dans la caricature d'une police qui couvre elle-même ses propres bavures. Mais je crois qu'on est dans... Il y a deux scènes, enfin moi je dirais presque deux scènes, parce qu'il y a l'histoire en elle-même, ce qui s'est passé, les faits qui sont en cours d'investigation, et chaque camp ou chaque voit midi à 14, enfin voit devant sa porte ce qui se passe. Et puis il y a aussi ce qui se passe en banlieue, et cette question à laquelle nous avons de la difficulté à répondre, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas ces mouvements dont tu as fait état précédemment. Pourquoi il n'y a pas de marche? Pourquoi ça ne dérape pas? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces populations ne se mobilisent pas ou ne se mobilisent d'une autre façon? Et ça, c'est une question. Est-ce qu'on a répondu pour autant aux causes du mal et du mal-être? Pas du tout. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de mouvement? Et puis surtout, ce sujet qui est quand même majeur, et au-delà, le sort des banlieues, l'absence d'éducation, les comportements inadmissibles de la police, la tension aussi. Et les incivilités de l'autre côté. La tension que subit la police, franchement, tout le monde le sait, eh bien tout ça n'est pas abordé par aucun des candidats durant la campagne présidentielle. Et ça, c'est très choquant. Et c'est dans ce contexte, d'ailleurs, que les politiques se positionnent à leur tour. On a eu François Fillon qui a condamné de manière très nette. On y reviendra d'ailleurs, mais Emmanuel Macron, lui, lors d'un déplacement en Algérie, a créé la polémique en qualifiant de crime contre l'humanité la colonisation. Est-ce une erreur ou bien une vraie prise de position politique, au sens noble du terme, de vraie politique? Marc Semo. D'abord, il faudrait voir l'ensemble de la déclaration. Il dit ça, et en même temps qu'on écoute l'ensemble de la déclaration, il dit aussi qu'en même temps qu'il y a eu... On va l'entendre peut-être d'ailleurs. Voilà, ça serait très bien de l'entendre, mais de l'entendre au long, pas uniquement ce petit bout de phrase. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps d'entendre l'ensemble. Non, mais c'est quand même très important parce que dans la deuxième partie de la phrase, il nuance totalement. Alors justement, on va entendre ce qu'on a tous entendu et puis vous nous direz, vous nous expliquerez la nuance. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes.
Qui dit crime contre l'humanité dit crime imprescriptible. Voilà. C'est donc bien de ça dont il Et là, s'agit. donc c'est coupé au moment où en même temps il dit, mais en même temps cette colonisation a apporté dans ces pays les droits de l'homme, etc., dont, alors je cite de mémoire, dont nous n'avons pas été dignes. Alors sur le fait lui-même de définir la colonisation comme crime contre l'humanité, d'une certaine façon c'est absurde, y compris au regard de tout ce qui est le droit pénal international. Hein, l'esclavage, oui. Mais la colonisation, non. Bon, donc c'est une phrase, effectivement, pour le moins maladroite et pour un ancien assistant ou autoproclamé tel de Paul Ricoeur, auteur de La mémoire, l'histoire, l'oubli et de l'importance sur les mots. Bon, c'est vrai que c'est extrêmement maladroit, mais voilà, il faut en même temps remettre ça dans le contexte. Maladroit ou volontaire? Est-ce que c'est un signal envoyé à une partie de la gauche, finalement L'une n'empêche pas l'autre. On peut faire une maladresse dans un but politique. Dans les deux cas, je trouve ça consternant. On a un candidat à la présidence de la République qui a des chances très sérieuses d'être élu président. Il ne faut pas se le cacher. Il est aujourd'hui favori, si l'on en croit les sondages. Soit, petit a, ne sait pas ce que c'est un crime contre l'humanité, c'est le tribunal de Nuremberg qui l'a prononcé à l'égard de crimes absolument monstrueux, organisés, etc. On n'a jamais vu encore des nazis construire des dispensaires, des hôpitaux et des routes pour les populations qu'ils entendaient dominer. Donc je regrette, mais moi ça me choque qu'on utilise, qu'on galvaude ce terme de crime contre l'humanité. Il y a des peuples entiers qui ont été éliminés sur le territoire européen avec cette idée-là, ces concepts-là. Donc il faut faire attention quand on utilise ça. Je pense que ça n'est pas extrêmement volontaire quand il le dit. On vient de voir le ton de l'interview qui est relativement décontracté. Donc en gros, ça n'est pas un signe d'esprit de responsabilité. Et petit d'un manque de contrôle de soi. Et petit 2, nous avons, ça c'est la deuxième hypothèse, nous avons un candidat, encore une fois, qui a des chances sérieuses de l'emporter, de devenir président, qui n'hésite pas à prendre parti dans les banlieues, dans le cadre de l'affaire Théo qu'on vient d'aborder, pour une population au détriment, avec des calculs électoraux évidents, au détriment de la cohésion nationale, voire au détriment d'autres populations qui n'apprécient absolument pas la façon dont il a manié cette notion de crime contre l'humanité. Donc pour moi, ça n'est pas du tout un sujet anodin. C'est assez grave ce qu'a fait Emmanuel Macron. Patricia Lémonière. Moi, je partage votre avis. Je trouve que pour un homme qui aspire aux plus hautes fonctions de l'État, soit il ne sait pas le sens des mots, il ne connaît pas les définitions pures, il n'est pas conscient de ce qu'il dit, et c'est très grave. Soit au contraire, il est dans une empathie avec ceux avec qui il discute. Alors là, il est donc influençable. Il est en empathie. Alors pourquoi cette empathie? Une simple empathie ou pour faire plaisir? C'est inquiétant ça aussi, parce que quand il se trouve face donc à un journaliste en Algérie, il fait cette déclaration. Il se trouve en banlieue face à d'autres. Il fait une autre déclaration. Et je trouve qu'ils ne connaissent pas le sens des mots, ou qu'ils fassent des déclarations pour faire plaisir ou parce qu'il est en empathie, c'est grave pour quelqu'un qui veut devenir président de la République. Un mot très rapidement de François Fillon qui lui a proposé d'abaisser... Je termine, pardon. Quand on était en Algérie, il y avait pourtant des choses très claires à dire. Benjamin Stora a fait des travaux remarquables là-dessus. La colonisation française a commencé en Algérie par des actes de barbarie, des enfumages dans des grottes de populations civiles avec des femmes, des enfants, des nouveau-nés, et pas seulement des guerriers et des combattants. C'était dans les années 1840, 1845, les grottes de Darla, voilà. Et ce sont des faits horribles. Il suffisait de dire que c'était des actes de barbarie qui ont été commis. Il n'y a aucune discussion à ce sujet. Et ça aurait satisfait ses partenaires et ses interlocuteurs algériens. Et on en restera là, on n'aura pas le temps d'évoquer François Fillon et ses difficultés toujours avec la justice, qui ne sont pas résolues puisque l'enquête se poursuit. Débouchera-t-elle sur une mise en examen, sur une comparution? Bref, on n'en sait pas plus. De toute manière, voilà, on est toujours dans l'enquête préliminaire et un juge d'instruction n'est toujours pas désigné à l'heure qu'il est lors ces différents acteurs. Sur ces différents... Oui, ou sur la polémique, autour provoquée par Macron. Ce dessin de Damien Glé qu'on voit à l'écran. On a Macron en général de Gaulle en Algérie, je vous ai compris, pas vous. Et bien voilà, la preuve, la discussion qu'on vient d'avoir, c'est QFD démontre qu'il n'a pas su forcément se faire comprendre. C'est tout? Si vous voulez, vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, on ne parlait pas beaucoup des casseroles de Marine Le Pen, qui faisait. Oui, non, j'ai passé les dessins sur Fillon, ça, on verra ça la semaine prochaine parce qu'on en a un peu marre aussi. Mais effectivement, Marine aussi, elle en a des casseroles, et puis on se demande, voilà, pourquoi effectivement les médias sont peut-être un peu plus cléments.
un peu plus clément. Si vous voulez aller un petit dernier pour la route, moi j'aime bien celui-ci. Fillon a invité Sarkozy à déjeuner parce que c'était quand même l'un des événements de la semaine, hein, et puis l'un conseille à l'autre. Je te conseille les avocats, tout simplement parce que le mercredi, on n'a que du canard, bien sûr. Plantu, un dessin de Plantu. Merci beaucoup, Laure Simoès. Merci également à nos invités, à Patricia Lémonière, à Christian Macarian et à Marc Semo d'avoir assisté à une semaine dans le monde. Tout de suite, l'actualité de la semaine vue par les médias. Un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonjour Anthony. Bonjour. On revient sur la candidature française aux Jeux Olympiques 2024. Alors beaucoup s'étaient déjà émus de voir vanter cette candidature en anglais et avec un slogan en anglais qui ne fait toujours pas l'unanimité. Oui, le Made for Sharing, fait pour être partagé. Une signature en anglais pour séduire à l'international, mais les défenseurs de la langue française sont montés au créneau puisque ce vendredi, un collectif d'associations a porté plainte, motif une insulte grave à la langue française et la violation de la loi Toubon de 1994. L'article 14 qui précise que l'emploi de termes étrangers pour une marque est interdit si l'équivalent français existe. Et à l'image du slogan, eh bien, les avis ont été partagés. Augustin nous rappelle tout de même que le français est pourtant une langue officielle de l'olympisme. En effet, l'article 23 de la charte olympique dispose que les deux langues officielles sont dans cet ordre, le français et l'anglais. C'est d'ailleurs l'un des arguments apportés par les organisations qui portent plainte. C'est vrai aussi qu'il y a une déclinaison nationale venez partager du slogan, mais qu'elle n'est pas, elle, officielle. Alors il y a eu beaucoup de réactions. Cet internaute qui nous dit même les Québécois défendent la francophonie, honte à Paris 2024. Et puis, parmi les farouches défenseurs de la langue française, il y a eu un assez connu, qu'on connaît tous ici, Bernard Pivot, le président de l'Académie Concours, qui dénonçait chez nos confrères de RTL une faute, une ânerie, une erreur. Il regrette que Paris, je cite, fasse la courbette devant la langue de Shakespeare et de Donald Trump, précise-t-il, lui qui, avant l'officialisation... On n'y échappe pas. Voilà, on en parle toujours. Lui qui, avant l'officialisation de ce slogan, critiquait déjà avec humour ce choix, premier cas de dopage, le slogan de Paris aux anabolisants anglo-américains. Alors une polémique tout à fait stérile pour ce tweeto, un mauvais procès d'intention, un nombrilisme dépassé, car certains précisent que c'est peut-être plus facile de parler anglais pour communiquer à l'international que pour le français. Alors pour certains internautes, ce n'est pas tant l'anglais qui gêne, mais plutôt le sens même du slogan. Pour lui, c'est insipide et fade. Ça a le mérite d'être clair. D'ailleurs, l'Académie française elle-même, qui bien sûr a critiqué le fait que ce soit en anglais, précise que ce slogan avait déjà été utilisé pour des campagnes publicitaires. Comme s'en est amusé et l'a rappelé très bien la Chambre de commerce franco-britannique sur Twitter, il y a eu les bonbons Quality Street dès 1979. D'autres friandises, c'était celle de la marque Cadbury dès 2006. Et puis aussi les pizzas de l'enseigne Burger King. Ça, c'était en 2010. Alors la marque et le nom de domaine ont été déposés par Paris, qui en a du coup désormais la propriété intellectuelle. Voilà, Paris qui est en concurrence directe avec Los Angeles, là on parle bien anglais, et Budapest, la capitale hongroise, qui pourrait être contrainte de retirer sa candidature. Oui, parce qu'avec sa pétition contre la candidature hongroise au JO, le mouvement étudiant Momentum a rassemblé suffisamment de signatures pour organiser un référendum, plus de 260 000 contre les 138 000 requises. Motif de la pétition, un projet trop onéreux, une ville pas assez prospère et des fonds qui auraient pu être utilisés dans d'autres domaines comme la santé ou l'éducation. Sur sa page Facebook, le mouvement a remercié tous les signataires, mais tous les membres aussi de la campagne N'Olympia, non au JO. Remerciements et joie aussi de cet internaute qui lui aussi remercie les signataires. Cet autre tweeto, lui, espère que le référendum, alors qui, contrairement à ce qu'il dit, n'est pas le premier qui fonctionnerait, mais en tout cas, il espère que ça porte ses fruits et que les Budapestois pourront en profiter. Pour cette autre réaction, bien sûr, c'est celle du maire, puisque c'est un revers pour le maire de la ville, qui a dit qu'il n'ignorerait pas la volonté du peuple si jamais il votait contre la candidature. Un peuple qui est d'ailleurs plutôt opposé, puisqu'un récent sondage de cet institut montrait qu'en février dernier, il disait 52% des Budapestois être contre 32% en septembre.
un vote populaire, un refus qui avait déjà fait capoter plusieurs villes. On se souvient de Boston en juillet 2015. En novembre 2015, c'était les habitants de Hambourg qui avaient dit non à plus de 51%. En octobre dernier, c'était le comité olympique italien qui lui avait renoncé après le refus de la maire de la ville. Alors si Budapest organise un référendum, il devrait avoir lieu entre mai et juillet prochain. Voilà, c'est toujours intéressant de voir que les jeux ne font plus recette auprès des habitants des villes. Merci beaucoup Anthony. Merci à nouveau à nos débatteurs aujourd'hui. Restez avec nous, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, on se retrouve la semaine prochaine, dès lundi prochain. Mais c'est tout de suite un nouveau journal, bien sûr, car l'actualité continue sur France 24.